Bonjour à tous. Je vais commencer par une brève petite introduction, pardon. Déjà pour me présenter et aussi pour présenter mon sujet. Je m'appelle Nixon Stalin, je suis consultant actuaire au sein de Deloitte Conseil actuellement. Aujourd'hui, je vais présenter du coup les travaux de mon mémoire, qui est sur le sujet modélisation d'une carte d'exposition au risque ouragan aux États-Unis. Avant de commencer, j'aimerais quand même adresser quelques mots de remerciement vis-à-vis de ce sujet-là. Tout d'abord, déjà, merci à l'Institut des actuaires pour donner l'opportunité de présenter ces travaux à un plus large public. Merci. Ensuite, un grand merci également à mes tuteurs, donc que ce soit mon tuteur de stage, Shadjiana, ou mon tuteur académique, Quentin Guibert, qui m'ont énormément suivi tout au long de ces travaux. Et également, merci au cabinet où j'ai pu réaliser ce sujet de mémoire Exium Partners, qui m'a donné du coup cette opportunité de réaliser cette étude. Et également, merci à vous qui êtes présents aujourd'hui pour m'écouter. Donc, sans plus tarder, on va se lancer sur le sujet. Donc, l'étude, elle se décompose en quatre grandes parties. Donc, on va avoir d'abord une première partie sur la présentation du contexte et les enjeux de l'étude. Ensuite, une grande partie sur toute la modélisation réalisée. Donc, tout d'abord, la modélisation statistique d'un ouragan. Puis ensuite, une partie sur la modélisation du coût financier lié à un ouragan. Et enfin, on terminera sur la présentation des simulations et de tous les outputs que l'on aura que l'on a générés. Avant de se lancer, pour parler principalement pour parler des grands objectifs de cette étude. Pour résumer, il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est de proposer en fait une méthodologie avancée qui permet du coup de décrire de manière détaillée et précise l'exposition au risque ouragan aux États-Unis, mais en mettant un focus quand même sur les régions qui sont les plus vulnérables à ce risque. Et deuxièmement, c'est de fournir des outils et des informations qui peuvent être essentielles pour les acteurs de l'industrie de l'assurance, pour leur permettre justement de quantifier et mesurer l'exposition de leur portefeuille pardon, à ce risque, et également aussi d'anticiper les conséquences liées au risque ouragan. Donc, contexte et enjeu, qu'est-ce qui a motivé notre étude? Pourquoi concrètement cette étude, est-ce qu'elle a un intérêt? Donc, concernant le risque cyclonique ou le risque ouragan, ça décrit la même réalité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a énormément évolué sur les dernières décennies. Donc, c'est le risque naturel numéro un aux États-Unis actuellement. Son coût moyen, le coût moyen d'un ouragan, il était multiplié presque par 10 en 40 ans. J'ai mis des données chiffrées sur le tableau sur notre droite. Donc, sur la décennie 80-90, le coût moyen, il était environ à 5 milliards de dollars. Et là, sur la dernière décennie, on est passé à environ 48 milliards de dollars. Des coûts qui ont explosé. Sur les 10 catastrophes naturelles les plus coûteuses, on en a 9 qui sont des ouragans. Sur le côté assurabilité, qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe le retrait de plusieurs assureurs dans les zones à risque, notamment les États comme la Floride ou la Louisiane, une augmentation importante des primes sur les dernières années et également un refus massif de souscrire de nouveaux clients. Donc, quelles sont les causes finalement qui expliquent tous ces événements? La première cause sur laquelle les scientifiques sont assez unanimes là-dessus, c'est l'impact du réchauffement climatique qui s'est énormément intensifié sur les 40 dernières années. Donc, euh, Sur les 9 ouragans les plus coûteux, en fait, on en a 8 qui sont survenus sur ces 20 dernières années et les scientifiques expliquent cela principalement à travers l'intensification du réchauffement climatique. Autre chose qu'on peut rajouter, c'est que sur le dernier rapport du GIEC, en fait, les scientifiques estiment qu'on n'aura pas une tendance à la hausse ou à la baisse sur la fréquence de ces événements-là dans les années à venir, mais par contre, on devrait s'attendre à une augmentation de l'intensité de ces phénomènes qui devrait arriver et qui est déjà constatée sur ces 2, 3 dernières années. Autre cause, on retrouve l'augmentation des coûts de construction et des biens immobiliers, une augmentation massive du nombre d'habitants dans les zones côtières qui sont les zones à risque, et enfin, on peut citer l'inflation. Donc, définition, qu'est-ce qu'un ouragan? Donc, un ouragan, ça se définit comme une perturbation tropicale. Donc, pour résumer, en fait, ça va être la rencontre entre des masses d'air froides qui vont venir du nord vers les régions tropicales où il y a des masses d'air chaudes. Et donc, cet échange entre ces deux masses va créer un climat très instable et résulter du coup une perturbation tropicale. Cette perturbation tropicale, elle va s'intensifier vers la formation d'une zone de convection
Va résulter ensuite une tempête tropicale avec avec des vents soutenus d'au moins 63 km/h. Puis dès que les vitesses de vent vont s'intensifier et atteindre les 119 km/h, on passe au stade d'ouragan. Et une fois qu'on est au stade d'ouragan, ce n'est pas terminé. L'ouragan peut ensuite se décomposer en plusieurs catégories, donc des catégories 1 à 5, avec 5 bien évidemment la catégorie la plus destructrice. Donc j'ai intégré dans le cadre de cette présentation l'évolution de l'ouragan Hélène, donc ouragan Hélène catégorie 4 qui est survenu il y a tout juste 2 semaines. Donc il s'est formé au niveau du golfe du Mexique et il a remonté jusqu'à la Floride. Donc pourquoi j'ai intégré cet ouragan-là? En fait, c'est parce que Hélène a très vite grimpé dans les classements. C'est le deuxième ouragan le plus meurtrier qui a atterri sur le territoire des États-Unis avec un bilan humain très important. Et également au niveau matériel, on a un bilan très conséquent. Et le bilan, il ne fait que s'alourdir de jour en jour. On peut continuer à récolter des données encore plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après le passage d'un ouragan. Donc c'est assez impressionnant. Et enfin, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité sur ces derniers jours. Mais on a un autre ouragan qui a causé pas mal d'impact au niveau de la Floride, par exemple. C'est l'ouragan Milton qui a atterri mercredi soir. Donc ça, c'est des vidéos qui datent vraiment de hier, d'hier, pardon. Et là, pour le coup, cet ouragan-là, il a été assez bien anticipé. Donc, on a eu beaucoup de mesures d'évacuation qui ont été mises en place. Donc, le bilan humain devrait être enfin, il devrait être inférieur à celui de l'ouragan Hélène. Mais toutefois, on peut quand même constater un bilan matériel assez important. Donc, voilà, on voit des arbres qui tombent sur les voitures, des routes inondées, etc. Donc, un bilan matériel qui devrait être également très lourd. Donc, au niveau des assurances, donc, qu'est-ce qu'on retrouve aux États-Unis? On a 19 États qui sont particulièrement concernés par les ouragans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'assurance contre les ouragans, mais on s'assure contre les risques contre les effets, pardon, qui sont causés par ces phénomènes. Donc, à savoir des assurances de tempête de vent et d'inondation. Donc, concernant l'inondation, on a le NFIP, le National Flood Insurance Program, donc administré par la Federal Emergency Management Agency. C'est le programme national qui fournit du coup des couvertures contre les inondations. Mais il y a la possibilité, évidemment, d'étendre cette couverture vers des assurances privées, étant donné que les couvertures fournies par le NFIP peuvent être très limitées pour certaines catégories d'ouragans. Autre assurance, du coup, les tempêtes de vent, donc possibilité de souscrire soit de manière autonome ou d'inclure cela dans une police d'assurance habitation. Et donc, au niveau des produits d'assurance touchés, on trouve principalement de la non-vie, donc habitation, automobile, biens commerciaux, mais on peut également retrouver du décès. Donc l'approche de l'étude, donc c'est un résumé de ce que j'avais dit déjà au début. Donc nous, on va directement s'attaquer à la première partie, modélisation statistique d'un ouragan. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers la littérature, en fait, il y a plusieurs manières de modéliser un ouragan. Donc, il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie des modèles qu'on appelle dynamiques. Donc, ça va être plutôt des modèles qui sont utilisés par tout ce qui est agence météorologique ou gouvernementale pour faire des estimations à très court terme. Donc, notamment le National Hurricane Center. Et donc, ces modèles-là, eux, ils utilisent vraiment des ordinateurs super puissants pour résoudre des équations qui régissent les lois de l'atmosphère. Et l'autre grande catégorie, ça va être tout ce qui est modèle statistique. Donc là où on va exploiter les variables, les relations entre les variables liées aux ouragans. Donc nous, on s'est plutôt intéressé sur cette deuxième grande catégorie pour, euh, pour, euh, pour réaliser notre modélisation. Et on va pouvoir passer à la partie modélisation. Donc en fait, quelles données avons-nous utilisées? Donc les données qu'on a récupérées, c'est celle de la base IBTRACS, donc International Best Track Archive for Climate Stewardship. Donc, c'est une base de données mise en place par la NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration. En fait, c'est une compilation mondiale de toutes les caractéristiques des cyclones de tous les bassins mondiaux, en fait, entre 1841 et aujourd'hui à des intervalles de 3 heures. Et donc, nous, on a uniquement récupéré les données de notre bassin d'études, donc à savoir ceux du bassin atlantique. Et on retrouve tout un tas de variables, en fait, on retrouve, pardon, tout un tas de variables telles que la date, la nature, des variables de position, latitude, longitude, mais également des variables d'intensité, vitesse, pression, rayon, etc. Et donc, nous, le périmètre temporel de l'étude, on l'a restreint sur les 40 dernières années, donc de 82 à 2022. Donc pourquoi?
pour deux raisons principales. Donc la première raison, c'est parce que à partir des années 70-80, il y a une avancée majeure des moyens technologiques mis en place pour récolter justement ce genre de données. Et donc en restreignant le périmètre temporel sur ces 40 dernières années, on est sûr d'avoir les données les plus fiables possibles. Et l'autre raison, évidemment, c'est l'impact du réchauffement climatique qui s'est, comme je l'ai dit au début, qui s'est intensifié de manière importante à partir des années 80. Donc j'ai représenté les deux graphiques, donc évolution des températures mondiales entre 1850 et 2020, et en dessous, enfin, les températures qui concernent le bassin atlantique. Donc c'est l'écart par rapport à la moyenne de la période de référence 61-90, et cet écart-là, il a une tendance, disons, croissante à partir des années 80. Donc pour ces deux raisons, on a réduit notre périmètre temporel sur ces 40 dernières années. Donc ensuite, comment est-ce qu'on a modélisé statistiquement notre ouragan? Donc on a décomposé cette modélisation en quatre phases. Donc une phase fréquence, jeunesse, trajectoire et intensité. Et à chaque fois, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Donc à quelle fréquence se forme une tempête? Dans quelle zone est-ce qu'elle se forme? Où est-ce qu'elle se dirige? Et comment évoluent ses caractéristiques? Et donc, pour information, en fait, chaque modèle qu'on a utilisé, en fait, pour chaque phase, on a essayé d'établir un état de l'art des modèles qui sont principalement utilisés à travers la littérature. Et à chaque fois, on a fait le compromis entre la performance du modèle et sa facilité d'implémentation pour chaque phase. Donc, première phase, du coup, la phase de fréquence. Donc, on s'intéresse à la fréquence annuelle d'un ouragan. Et donc, tout simplement, on a regardé pour chaque année entre 82 et 2022 combien est-ce que de tempêtes cycloniques se sont formées. Et donc, on a tout simplement calibré ça par une loi binomiale négative. Et on présente du coup les résultats sur les deux graphiques en bas à droite. Les résultats nous paraissent assez cohérents, donc on a gardé cette méthode. Donc ensuite, une fois qu'on a la fréquence, on peut s'intéresser au point de formation d'un ouragan. Et en fait, la question à se poser, c'est dans quelle zone du bassin atlantique débute finalement la trajectoire d'une tempête. Donc pour ça, toujours pareil, on va regarder la carte des 649 points de jeunesse de tempête historique, donc de 82 à 2022. Ce qu'on observe, c'est qu'on a deux zones principales de formation. Donc une première zone au niveau de la côte ouest africaine et une seconde zone au niveau du golfe du Mexique. Et donc ce qu'on a utilisé comme méthode, c'est un lissage par nœud gaussien en deux dimensions des points de genèse historiques afin justement de capter la variabilité des points de formation historiques. Et donc ça va nous permettre de simuler des points de genèse qui sont plus ou moins proches de ces points historiques. Donc une fois qu'on a notre ouragan qui est formé, comment est-ce qu'il se déplace? Donc toujours pareil, on va regarder la trajectoire de nos 649 tempêtes historiques. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de trajectoires qui sont similaires, avec une espèce de tendance parabolique. Donc une trajectoire qui a l'air de débuter au niveau soit de la côte ouest africaine, soit du golfe du Mexique, qui va remonter vers le nord pour s'infiltrer enfin, pour une partie s'infiltrer sur le continent américain, et ensuite regagner l'Atlantique en direction de l'est. Et donc, ça nous a conduit à considérer deux approches. Donc, une première approche qu'on a mis en place, c'est les chaînes de Markov, qui n'a finalement pas été retenue pour des limites qu'on a rencontrées au niveau du lissage de notre matrice de transition. Parce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'on a découpé notre bassin atlantique en résolution 1 degré. Et donc, on obtenait du coup une matrice de passage de différents points historiques. Et on était confronté à un problème de dimension pour lisser cette matrice. Donc, on a dû abandonner cette méthode parce qu'on ne trouvait pas de solution adéquate. Et donc, ce qu'on a mis en place, du coup, ensuite, c'est une seconde approche via des séries temporelles. Et donc, c'est cette méthode-là qui a été retenue dans le cadre de cette étude, donc qu'on va vous présenter par la suite. Donc, comment est-ce qu'on a procédé? Donc, il a fallu au préalable fixer la durée de vie d'une tempête simulée. Pourquoi? Parce que notre tempête, dès qu'elle naît, elle va avoir une trajectoire, mais au bout d'un moment, elle va s'arrêter, elle va mourir, entre guillemets. Et donc pour ça, en fait, on a relié la durée de vie en fonction du point de genèse de la tempête, et on constate, encore une fois, qu'il y a deux zones qui se distinguent. Donc une zone 1 près de la côte ouest africaine, où les tempêtes ont tendance à vivre un peu plus longtemps, étant donné qu'en fait, elles sont présentes dans l'eau, donc elles ont beaucoup plus le temps de s'alimenter et de devenir intenses. Et une deuxième zone en dehors de cette zone 1, du coup, donc on a considéré
pour cette étude. Et donc, on a calibré deux lois, donc une loi gamma sur la zone 1 et une loi log normale sur la zone 2 pour la durée de vie de nos tempêtes. Donc ensuite, pour les trajectoires, qu'est-ce qu'on a regardé? Donc en fait, on a regardé la variation t plus 1 en fonction de t. Donc les variations longitudinales, pardon, et latitudinales t plus 1 en fonction de t. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que on a une espèce de relation linéaire entre du coup le point t plus 1 et le point t. Et donc ça nous a conduit à modéliser ça via des séries temporelles. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc comment est-ce qu'on a procédé? On a récupéré notre bassin atlantique, qu'on a sectionné en tranches de 5 degrés de latitude. Et sur chacune de ces tranches, en fait, on a entraîné un modèle du coup sur la latitude et un modèle sur la longitude. Donc ça va nous permettre d'estimer des coefficients. Et donc pourquoi en fait on a sectionné notre bassin atlantique? En fait, pour une raison assez simple, c'est que si on regarde attentivement, on a une espèce de, on a un déplacement assez commun qu'on retrouve sur chacune de ces tranches. Donc dès qu'on est sur des latitudes assez basses, on va avoir un mouvement plutôt d'est en ouest, donc qui va avoir une tendance parabolique. Et dès qu'on va atterrir à des latitudes beaucoup plus élevées, on va avoir un déplacement plutôt un déplacement d'ouest en est, et donc pour regagner le nord en direction de l'Europe. Et donc en fait, pour capter ce mouvement-là, donc on a sectionné ce bassin en 5 degrés de latitude, sur lequel on entraîne du coup un modèle en longitude et en latitude. Ça nous permet du coup d'estimer les coefficients et donc de simuler tout un tas de trajectoires, tout un tas de trajectoires. Donc à droite, on représente 50 trajectoires historiques tirées aléatoires de notre base de données et 50 trajectoires que l'on a pu simuler à travers cette méthode. Donc on voit qu'on arrive plus ou moins à recapter cette tendance parabolique pour certaines des trajectoires, avec certaines qui arrivent à s'infiltrer sur le continent américain et d'autres qui arrivent à regagner l'océan Atlantique en direction du nord ou de l'Europe. Voilà pour la méthode utilisée sur les trajectoires. Donc ensuite, on peut s'intéresser à la phase d'intensité. Donc pour ça, on a considéré quatre grandes variables. Donc la pression, la vitesse maximale des vents, le rayon de la vitesse maximale des vents et le gradient de vitesse. Donc pourquoi ces quatre variables? Donc, toujours à travers la littérature, en fait, ces quatre variables sont considérées comme celles qui décrivent au mieux l'intensité d'une tempête cyclonique. Donc dans le cadre de cette étude, on a décidé de modéliser ces quatre variables. Et donc, on va utiliser deux modèles différents pour la pression centrale, donc selon l'environnement dans lequel elle va se situer. Donc, on va avoir un modèle sur la pression centrale lorsqu'elle va être sur l'océan et un modèle pour la pression centrale terrestre. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on voit l'évolution de la pression d'un ouragan, donc là, j'ai représenté sur le graphique de droite celui de l'ouragan Irma en 2017. Donc, la pression, dès qu'elle va être sur l'océan, elle va avoir une tendance plutôt décroissante. Mais dès qu'elle va gagner les terres, instantanément, cette pression-là va augmenter. Et donc, on va devoir, enfin, du coup, il faut donc considérer deux modèles différents pour modéliser ça. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude. Donc, première modélisation, donc pression centrale océanique. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? En fait, on a utilisé un concept thermodynamique qui s'appelle l'intensité relative. Donc, c'est un modèle enfin, du coup, c'est une notion très physique. Sans rentrer dans les détails, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mesure théorique, du coup, inventée par des chercheurs. Donc, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, plus elle est proche de 1, plus l'ouragan est destructeur. Et donc, elle se définit comme le rapport entre la pression centrale effective à un instant donné et la pression centrale qui est théoriquement atteignable par un ouragan compte tenu de toutes les conditions environnementales et thermodynamiques qui l'entourent. Donc il y a tout un tas de formules qui amènent à cette grandeur-là, qui est disponible d'ailleurs dans les annexes du mémoire. Et donc, quel modèle est-ce que nous, finalement, on a utilisé? Donc, on a utilisé un premier modèle, donc le modèle de Vickery et Hall, qui date des années 2000. Pourquoi ce modèle? En fait, le modèle Vickery et Hall, c'est un des modèles pionniers dans la modélisation de la pression centrale océanique. Il est énormément réutilisé, même à l'heure actuelle, sur des travaux très récents. Et donc, on a voulu entraîner ce modèle pour voir ce que ça donne avec des données beaucoup plus disons, actuelles. Et on a quand même entraîné un modèle un peu plus récent, donc le modèle de Cuey et Hall qui date de 2019, où lui, il va aussi également reprendre cette notion d'intensité relative, et il va s'intéresser aux variations de ces intensités-là. Et donc, comment est-ce qu'on a entraîné nos modèles? Donc, toujours pareil, on a repris notre bassin atlantique, et là, on l'a découpé en résolution de 5 fois 5 degrés.
Et donc, on a entraîné ces différents modèles sur chacune de ces cases. Puis ensuite, on a fait une interpolation bilinéaire pour obtenir des coefficients en résolution 1 à 1 degré. Donc, une fois qu'on a pu estimer l'intensité relative, il y a une formule d'inversion qui permet d'obtenir la pression centrale, donc, que je n'ai pas indiqué dans cette slide, mais qui existe. Donc, on arrive du coup à obtenir cette pression. Donc, nous, si on s'intéresse aux résultats de nos deux modèles, donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête déjà avant de s'intéresser aux résultats, c'est que plus la pression va diminuer, plus l'ouragan il va être intense et donc destructeur. Et donc nous, on va préférer un modèle qui ne sous-estime jamais des pressions d'ouragan. Et on parle de pression d'ouragan dès lors qu'on est inférieur à 980 hectopascales. Et donc, si on regarde attentivement, en fait, le modèle qui sous-estime jamais ces pressions, ces pressions de catégorie d'ouragan, ça va être le modèle de Curie et Hall, qui lui ne surestime jamais du coup ces pressions. Et donc, c'est par principe, par principe de prudence on a choisi ce modèle par rapport à celui de Vickery. Donc ensuite, une fois qu'on a nos pressions centrales océaniques, on a l'ouragan qui va avancer et au bout d'un moment, il va atterrir sur Terre. Donc comment est-ce qu'on modélise la pression centrale terrestre? Donc pour ça, on a utilisé un modèle de décroissance exponentielle avec le temps. Et donc dans ce modèle-là, ce qu'il faut estimer, c'est la constante de ce qu'on appelle la constante de désintégration. Donc c'est le A de notre formule. Qu'est-ce que c'est que cette constante? En fait, cette constante, elle va caractériser en fait la vitesse de déclin de notre ouragan dès qu'elle va atterrir sur Terre. Et donc cette vitesse de déclin, toujours d'après la littérature, les chercheurs, ils en ont conclu que cette vitesse, elle va être très différente selon là où la tempête va atterrir. Donc pour ça, on a considéré quatre zones. Donc une première zone, l'Atlantique Nord, une seconde, Floride, Golfe du Mexique et mer des Caraïbes. Donc sur ces quatre zones, on a donc entraîné ce modèle. Donc on présente sur notre droite du coup les pressions historiques et les pressions que l'on a simulées. On arrive quand même à plutôt bien estimer ces pressions. Ces pressions historiques. Enfin, à retrouver les bonnes valeurs. Donc, une fois qu'on a notre pression, pardon, on peut passer à la vitesse. Donc, comment est-ce qu'on obtient la vitesse maximale des vents? Donc, toujours en observant ce qui se passe, ce qui se passe historiquement. En fait, on a les zones à vitesse de vent, pardon. Les zones à vitesse de vent élevée sont les zones à très basse pression. Et donc les chercheurs, ils modélisent souvent ça à travers des modèles polynomiales. Donc c'est ce qu'on a utilisé, ce qu'on appelle un modèle de pression-vitesse, wind pressure model. Et donc sur notre droite, on représente du coup les résultats de notre base historique et de notre base simulée. Et on arrive quand même à recapter plutôt bien ces vitesses maximales de vent. Donc une fois qu'on a la vitesse, la prochaine caractéristique du coup c'est le rayon de la vitesse maximale des vents. Et qu'est-ce qu'on entend par rayon de la vitesse maximale des vents? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vitesse maximale des vents n'est pas, et heureusement d'ailleurs, c'est pas la vitesse qui se trouve à l'extrémité de l'ouragan. Donc si on regarde le petit graphique en bas à droite, où on a représenté du coup l'évolution des caractéristiques d'un ouragan, en fait, cette vitesse maximale, elle va plutôt se situer à la sortie de ce qu'on appelle l'œil de l'ouragan. Donc avec le petit graphique, enfin le petit schéma juste au-dessus de ce graphique-là, on arrive à distinguer cette zone. Et donc c'est ce rayon-là que l'on va chercher à estimer. Et donc pour ça, on a utilisé un modèle physique, encore une fois, qui est assez récent, qui date de 2022, où là, les chercheurs, en fait, ils ont réussi à établir une relation théorique. En fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que à mesure qu'en fait, on va avoir des spirales de vent qui vont venir alimenter l'œil du cyclone à l'intérieur, en fait, ils ont remarqué que le moment cinétique lié à ces spirales de vent, il va diminuer à mesure que l'on va se rapprocher de l'œil de l'ouragan. Et donc, ils ont réussi à extraire une relation entre le rayon de la vitesse maximale des vents, la vitesse maximale des vents et ce moment cinétique pour du coup établir un modèle. Et donc, nous, c'est ce modèle-là que l'on a utilisé dans le cadre de cette étude. Et donc, on présente les résultats, donc toujours sur notre base historique et les résultats que l'on a pu simuler à travers ce modèle. Donc, les résultats étaient plutôt cohérents et donc on a gardé cette approche-là. Donc ensuite, pardon. On s'intéresse à notre dernière caractéristique, donc le gradient de la vitesse des vents. Donc, cet outil-là, en fait, il permet de mesurer l'intensité ressentie sur une zone précise. Donc, concrètement, par exemple, je suis en Floride, j'ai un ouragan qui est à 500 ou à 1000 km de moi. Donc, cette méthode-là, cet outil-là, il permet d'avoir une estimation de la vitesse de vent ressentie lorsque je suis en Floride. Et donc, ça peut être un outil assez intéressant pour un assureur, par exemple,
si, étant donné que s'il a un portefeuille qui est assez concentré sur certaines zones. Donc ça peut être intéressant d'avoir des estimations de vitesse sur des ouragans que l'on a simulés. Et donc, par exemple, là, on a représenté l'exemple d'un gradient de vitesse des vents, de vitesse de vent de l'ouragan Katrina lorsqu'il a son intensité maximale. Donc là, par exemple, avec ce graphique, on arrive à distinguer la vitesse maximale des vents qui est du coup le maximum en ordonnée et qui correspond du coup à la sortie de l'œil du cyclone. Et donc, une fois qu'on sort de l'œil du cyclone, cette vitesse a une tendance plutôt décroissante et qui va décroître tout au long à mesure que l'on s'éloigne de cet œil-là. Et donc sur le graphique de droite, c'est les répercussions territoriales de cette vitesse maximale des vents de l'ouragan Katrina, pardon, de la vitesse des vents de l'ouragan Katrina, lorsqu'il a son intensité maximale. Donc ce qu'il faut savoir, lorsqu'il a à son intensité maximale, il est à peu près au niveau du au milieu du golfe du Mexique, donc disons à égale distance entre la Louisiane et la Floride. Et donc on peut voir que même lorsqu'il est ici, les vitesses maximales de vent ressenties sur les différentes zones sont quand même assez impressionnantes, sachant que l'ouragan Katrina, c'est vraiment c'est le top 1 des ouragans qui a causé des coups très importants. Donc une petite slide de synthèse pour résumer ce qu'on a simulé. Donc pour chaque ouragan, donc on simule sa trajectoire. Donc quand on dit trajectoire, en fait, ça va être des points à des intervalles de 3 heures. Donc une position avec des coordonnées en latitude et longitude, et des variables d'intensité, donc pression, vitesse, rayon. Donc, dans notre étude, on n'a pas retenu le gradient de vitesse des vents. Pourquoi? Parce qu'on s'est intéressé à une échelle plutôt nationale, plutôt que sur des comtés très spécifiques. Mais toutefois, ça peut être un outil assez intéressant. Donc, c'est pour ça que je l'ai intégré dans le cadre de cette présentation. Donc on peut passer du coup à la deuxième partie, modélisation du coût financier à l'ouragan. Donc comment est-ce qu'on a fait? Donc on n'a pas pu disposer de données assurantielles. Donc ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a construit nous-mêmes notre base de données à partir de l'open data. Donc ensuite, on a dû du coup retraiter cette base de données et on a ensuite modélisé une fonction de perte. Donc une fonction de perte à travers des modèles de machine learning, donc des modèles tels que le GLM, et ensuite des modèles un peu plus poussés tels que le XGBoost et Random Forest. Donc, comment est-ce qu'on a construit notre base de données de coûts? Donc, en fait, on est allé sur le site de l'ANOAA, la National Oceanic Atmospheric Administration. Et sur ce site-là, en fait, on peut retrouver tout un tas de données, que ce soit pour n'importe quel risque naturel d'ailleurs. Et donc, concernant le risque ouragan, en fait, on a extrait tous les intervalles de coûts par État pour tous les ouragans qui ont causé plus d'1 milliard de dollars aux États-Unis. Donc, c'était des données qui étaient disponibles. Et donc nous, on voulait pas avoir, nous, on voulait plutôt estimer un coût réel plutôt qu'un intervalle de coût. Donc au lieu de considérer cet intervalle-là, on a considéré la médiane de cet intervalle. Et donc là, sur ces slides-là, j'ai représenté par exemple le coût total par état de l'ouragan Sanji, donc Sanji en 2012. Et ce qu'on peut constater en fait, c'est que ces coûts ont un intervalle minimum, enfin la borne inférieure de ces intervalles-là est fixée à 5 millions de dollars. Et en fait, si on regarde par exemple l'ouragan Sanji, l'évolution donc à travers la vidéo en vitesse x10, on voit que l'ouragan Sandy, en fait, il se déplace sans jamais toucher, par exemple, enfin, atterrir, par exemple, les États de la Floride ou de la Caroline du Sud, Caroline du Nord. Par contre, les vitesses de vent arrivent au niveau de ces zones-là, et donc on a des coûts qui sont recensés sur ces zones-là, mais qui ne sont pas recensés sur le site de la NOAA, mais ces coûts existent. Mais ces coûts, finalement, en fait, ils sont juste inférieurs à 5 millions de dollars. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été recensés sur le site de la NOAA. Et ça, pour pas mal d'autres ouragans, pour avoir vérifié, ces coûts existent. Donc, nous, on a considéré une hypothèse dans le cadre de cette étude, c'est que si un ouragan, il passe à moins de 300 kilomètres d'un État et il est en catégorie 1 ou plus, et qu'aucun intervalle n'a été enregistré par la base de la NOAA, alors on a considéré qu'il affecte cet État à hauteur maximum de 5 millions de dollars. Donc ça, c'est l'hypothèse du coup de notre base de données. De coûts. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un coût pour chaque ouragan qui a causé plus d'1 milliard de dollars aux États-Unis par État. Et donc, nous, on a voulu aller à une maille un peu plus fine, donc une maille comptée. Donc, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, tout simplement, si on réfléchit d'un point de vue assureur, l'assureur, lui, va plutôt s'intéresser à des zones géographiques plus restreintes plutôt que sur des entités étatiques. Donc, c'était un peu plus intéressant d'avoir une vision plus fine. Et l'autre raison, c'est parce que
au sein même d'un État, l'exposition finalement au risque ouragan n'est pas la même. Et donc pour cela, en fait, on a utilisé une étude publique menée par la FEMA, donc en 2023, qui est sortie vraiment l'année dernière, Federal Emergency Management Agency. Et en fait, ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'est qu'ils ont construit un indice de risque national pour chaque risque naturel. Donc on ne retrouve pas que le risque ouragan, mais on peut trouver de risques, par exemple, le tremblement de terre, avalanche, les feux de forêt, etc. Donc on retrouve de tout. Et donc nous, on a extrait l'indice de risque, le National Risk Index lié au risque ouragan. Et on peut voir à travers cette carte que même au sein même d'un État, par exemple, si on prend la Louisiane, que l'exposition au risque entre les comtés n'est pas du tout la même. Donc à travers cette étude, on a pu extraire tout un tas de données pour alimenter du coup notre base de données coûts. Et donc nous, comment est-ce qu'on a splitté notre coût? On a récupéré du coup cet indice de risque national pour le risque ouragan qu'on a utilisé pour obtenir du coup un coût par comté. Et donc à travers la carte des États-Unis en bas à droite, en fait, on a représenté le coût total par comté lié au risque ouragan entre 82 et 2022 de notre base de données coûts finale. Et ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que les coûts bon, là, on a un focus assez important sur les coûts extrêmes, étant donné qu'ils sont assez importants, qu'on retrouve au niveau de la Floride et de la Louisiane, mais également du Texas. Donc, en plus de ça, ce qu'on a pu récupérer à partir de cette étude, c'est tout un tas de variables, donc des variables d'exposition de comté, qu'on a pu alimenter dans notre base de données. Et donc ensuite, au niveau des retraitements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré les variables qui avaient des corrélations supérieures à 0,8 pour éviter tout ce qui est information redondante. Donc on a retiré également les variables qui pouvaient servir d'indice, parce que étant donné que notre variable cible, on a utilisé un indice pour l'obtenir, on voulait éviter toute corrélation implicite. Et donc, au final, on a, pour citer les variables qui ont été retenues, donc on retrouve des variables d'intensité des ouragans, donc pression, vitesse, rayon, également la catégorie maximale, et des variables d'exposition du comté, telles que la population exposée, la valeur des bâtiments, la valeur agricole, etc. Donc, une fois que notre base de données a été constituée et retraitée, donc on a pu tester du coup différents modèles de machine learning. Donc, le premier modèle qu'on a testé, c'est tout simplement un GLM. Donc, on a d'abord essayé de lancer un GLM sur notre base de données globale, donc sans faire de distinction au niveau des coûts, etc. Donc le modèle ne s'est pas révélé très performant. Donc on s'est dit que c'était peut-être parce qu'on avait des coûts qui étaient quand même très hétérogènes. Donc il fallait peut-être considérer différentes tranches de coûts. Donc c'est ce qu'on a ensuite essayé de faire. Donc on a considéré trois tranches de coûts, donc 1 à 100 millions, 100 à 500 millions et supérieur à 500 millions. Mais encore une fois, les résultats n'ont pas du tout, ont pas de, enfin, les résultats n'étaient pas assez satisfaisants. Donc, plusieurs explications. On s'est dit finalement que les GLM ne sont pas vraiment adaptés pour ce genre de données qui sont assez complexes, étant donné que les relations, enfin, dans le cadre d'un GLM, ça implique des relations linéaires entre les variables explicatives et la variable cible. Et dans notre cas, étant donné qu'on manipule des données qui sont quand même assez complexes, on est arrivé à la conclusion que les GLM n'étaient pas forcément adaptés, qu'il fallait des modèles qui ont cette capacité justement à traiter ce genre de données complexes. Donc c'est pour ça qu'on a du coup réfléchi à des modèles un peu plus poussés en machine learning et on a considéré du coup deux autres modèles dans le cadre de cette étude qui sont l'XGBoost et le Random Forest, justement parce qu'ils ont cette meilleure capacité à traiter ces données, à capturer finalement ces relations non linéaires. Donc, on a représenté différentes métriques d'évaluation, donc le R2 et le RMSE. Et donc, on constate que le modèle XGBoost s'est révélé plus performant que que le Random Forest. Au niveau des variables explicatives, on retrouve l'intensité de l'ouragan, donc les caractéristiques d'intensité, notamment la vitesse. Donc ça nous montre quand même une certaine cohérence du modèle, étant donné que ce qui est observé, c'est que plus l'ouragan a une vitesse importante, plus les effets sont destructeurs et donc plus le coût est élevé. Donc on retrouve cette cohérence à travers notre modèle. On a également d'autres variables explicatives telles que la valeur des bâtiments, la fréquence historique de passage d'un ouragan, qui sont les plus explicatives. Donc dans le cadre de notre étude, c'est le modèle EasyBoost qui a été retenu. Toutefois, il faut quand même souligner que le modèle EasyBoost il se révèle, enfin, il a quelques limites, notamment lorsqu'il s'agit d'estimer les coûts assez extrêmes. On voit qu'il n'arrive pas forcément à recapter à bien prédire ces coûts-là. Donc, pour ça, on aurait pu envisager d'autres méthodes telles enfin, des méthodes un peu plus poussées telles que de l'échantillonnage
ou bien d'autres théories telles que la théorie des valeurs extrêmes pour ce genre de coûts. Mais dans le cas de notre étude, on ne s'est pas intéressé à ce à ce genre de modèle. Mais ça peut être des améliorations possibles pour ces coûts pour ces coûts qui sont pas très bien captés par notre modèle. Donc, petit résumé, petite synthèse pour résumer toute la partie modélisatoire qui a été mise en œuvre. Donc, pour chaque ouragan simulé, on a utilisé du coup le modèle XGBoost pour estimer un coût pour chaque ouragan. Donc, on peut passer à la partie simulation. Donc, qu'est-ce qu'on a simulé? En fait, on a simulé 10 000 saisons cycloniques à travers la partie modélisation statistique d'un ouragan. Pour chaque ouragan simulé, on a associé du coup un coût. Il y a notre modèle XGBoost. Et ensuite, ce qu'on a pu calculer, du coup, c'est les pertes moyennes annuelles pour chaque comté des États-Unis. Et on a également pu estimer le coût moyen annuel par foyer. Donc, quel serait le coût à supporter pour un foyer au sein d'un comté aux États-Unis lié au risque ouragan. Donc, à droite, on représente du coup notre perte moyenne annuelle estimée par comté. Et donc là, on arrive quand même à assez voir assez bien les comtés qui sont les plus exposés, notamment Floride, Louisiane, Texas. Mais on retrouve aussi Caroline du Nord, Caroline du Sud, donc principalement les comtés côtiers au bassin atlantique. Donc ça nous montre encore une fois une cohérence des modèles qu'on a mis en œuvre. Donc une synthèse pour un peu résumer tout ce que je viens de dire. Donc on a simulé 10 000 saisons cycloniques. Chaque saison cyclonique a un certain nombre d'ouragans. Chaque ouragan va traverser un état, un comté, avec certaines caractéristiques, certaines caractéristiques d'intensité. Et pour chacun de ces ouragans-là qui traversent un comté, on estime un coût. Donc, analyse des zones à risque. Donc, qu'est-ce qu'on a analysé finalement? Donc, on a représenté la distribution des pertes moyennes annuelles par État. Et donc, là, ce qu'on constate, c'est que les États qui ont les pertes moyennes annuelles estimées les plus importantes, sont ceux de la Floride, Louisiane, mais également la Caroline du Sud. Donc encore une fois, c'est ça à mettre en corrélation avec ce qui est observé actuellement, enfin, ce sont vraiment les États les plus exposés à ce genre de risque. On a également essayé de calculer le coût moyen par foyer, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc tout simplement pour ça, on a pris la perte moyenne annuelle dans le foyer, dans le comté, pardon, et qu'on a divisé par le nombre de foyers dans le comté. Et donc, cette carte, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, on arrive à voir que les comtés côtiers sont ceux qui ont les coûts moyens par foyer assez élevés. Mais toutefois, on peut distinguer que, par exemple, en Floride, on a l'impression que le coût moyen par foyer, il n'est pas élevé. Et au Texas, on a l'impression qu'on a des coûts qui sont assez élevés pour des comtés côtiers, pour des comtés qui sont situés quand même assez loin du golfe du Mexique. En fait, ça, c'est à mettre. Ça s'explique par le fait qu'en fait, la Floride, c'est le troisième État le plus peuplé aux États-Unis. Donc, on a un nombre de foyers qui est assez important. Et donc, ce coût moyen par foyer va assez bien se répartir au sein de cet État-là. Et à l'inverse, au Texas, on a des comtés pardon, on a un nombre de foyers qui n'est pas assez important, qui est assez faible dans pas mal de comtés, et donc ce coût moyen par foyer va être très élevé. Et donc cette caractéristique, il n'a pas été très bien capturé par notre modèle XGBoost, parce que si je fais un petit retour en arrière, la variable population au sein d'un comté n'est pas une des variables qui a été retenue par notre modèle qui n'a, qui n'a- pardon, qui a été retenue par notre modèle XGBoost. Et donc, ça se retranscrit à travers ce graphique. Donc, ce genre de graphique permet aussi d'analyser un peu plus finement les variables qui sont les plus explicatives ou pas. Et donc, ça met en évidence le fait que le modèle XGBoost n'a pas retenu ce type de variable. Donc ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder? C'est la courbe AEP de quatre comtés, donc quatre comtés différents qu'on a choisi de représenter. Donc un comté en Floride, Texas, Louisiane, New York. Donc ces quatre comtés-là sont les comtés qui ont la perte moyenne annuelle que l'on a estimée la plus élevée au sein de leurs États. Et donc ça nous permet de voir plusieurs choses. Donc la courbe AEP, en fait, elle permet d'estimer la probabilité que l'ensemble des coûts causés par les ouragans sur une même année dépasse un certain montant. Et donc ça peut être intéressant pour un assureur, notamment si on fait un rapprochement avec Solvabilité 2. Pourquoi? Parce que la période de retour de 200 ans
est une méthode permet de calculer finalement le SCR d'un assureur, donc pour le risque ouragan par exemple. Et donc là, si on regarde par exemple pour le comté de la Floride, si on devait calculer un SCR pour le comté de la Floride, on a environ 6 milliards de dollars, alors que pour les comtés de la Louisiane, de New York, on a environ 2 milliards. Donc ça montre que l'exposition au risque, elle va différer considérablement d'un comté à l'autre. Et ça, ce sont quand même des caractéristiques assez importantes à prendre en compte pour un assureur qui aurait un portefeuille assez diversifié. Et encore, enfin, si on regarde les quantiles plus extrêmes, on voit que cette exposition au risque diffère, enfin, augmente significativement à mesure que la période de retour augmente. Ensuite, si on s'intéresse au quantile de niveau 99,5 de la perte moyenne totale, là encore une fois, on retrouve les comtés côtiers qui sont les plus exposés, avec des quantiles qui sont très élevés, donc particulièrement en Floride, qui est vraiment l'État le plus exposé. Donc, pour finir sur les simulations, donc, on peut faire un zoom sur la Floride et la Louisiane, qui sont les deux États les plus explosés, les exposés, pardon. Donc, à travers les scénarios que l'on a modélisés, en fait, le coût moyen à travers nos simulations pour la Floride, on a environ 2 000 $ et 3 000 $ pour la Louisiane. Et donc, la moyenne actuelle d'une prime globale, donc ça, ce sont les chiffres de l'année dernière, par contre. Donc, la moyenne actuelle d'une prime globale aux États-Unis, donc en septembre 2023, était à environ 6 000 $ pour la Floride et 5 000 $ pour la Louisiane. Et on voit en fait à travers nos simulations qu'une grande partie de cette prime globale est largement imputable au risque ouragan. Donc quasiment un tiers, voire la moitié de cette prime globale-là. Et pourquoi j'ai laissé en fait ces chiffres de l'année dernière? En fait, c'est parce que j'ai regardé j'ai regardé à l'heure actuelle à combien montent ces chiffres. Et là, pour la Floride, j'avais regardé au début de semaine, on est quasiment à 8 000 voire 10 000 $ pour la prime globale, donc une augmentation très très importante. Et ça, c'est principalement dû aux événements qui sont passés ces dernières années et même cette année, où on a des ouragans qui sont encore de plus en plus destructeurs, comme on a pu le voir en début de présentation avec l'ouragan Hélène et l'ouragan Milton. Donc, autre fait intéressant, ce sont les scénarios extrêmes. Pourquoi? Parce que ces dernières années, par exemple en Floride, la Floride, elle est caractérisée par des pertes maximales, pardon, elle est caractérisée par un retrait massif des assureurs de cette zone depuis 2021. De mémoire, en 2021, on avait environ 15 assureurs qui ont quitté la zone de la Floride. Et nous, on s'est quand même intéressé pour savoir, à travers nos simulations, pourquoi en fait, qu'est-ce qui pourrait expliquer finalement ce retrait massif des assureurs, sachant que la Floride, certes, elle a des coûts moyens qui sont assez élevés, mais ils ne sont pas significativement différents, par exemple, de ceux de la Louisiane ou du Texas. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer finalement ce retrait massif? En fait, c'est si on analyse les scénarios extrêmes, on voit que la Floride, en fait, elle est caractérisée par des pertes maximales qui sont très élevées par rapport aux autres États. Et c'est ce qui est observé sur ces dernières années avec des pertes au sein des comtés de la Floride qui sont très importants. Et donc, en fait, finalement, les assureurs, c'est pas la perte moyenne annuelle qui les préoccupe tant, mais c'est vraiment cette variance autour de cette perte-là qui les préoccupe beaucoup et qui se reflète sur ces dernières années avec des coûts qui ont énormément grimpé pour ces comtés. Et donc pour finir, donc quelques solutions pour faire face à l'assurabilité du risque ouragan à l'avenir. Donc c'est discuté au sein entre les assureurs, mais également entre les États. Donc c'est des solutions qui sont réfléchies à l'échelle nationale, étant donné le risque. Le risque important que représentent les ouragans. Donc on parle d'augmentation de la franchise, d'inciter les assureurs à réduire leur concentration au sein de leur portefeuille et également d'encourager les mesures de protection envers les assurés pour les inciter justement à réduire leurs primes. Et on voit également ces dernières années une montée assez importante de tout ce qui est assurance paramétrique par rapport à l'assurance traditionnelle. Donc ça, c'est également de nouveaux dispositifs qui sont mis en place par les assureurs. Donc là, typiquement, dans ce genre de cas, ça serait, donc j'assure un assuré si la vitesse maximale des vents a atteint un certain seuil lorsque l'ouragan est venu frapper le site assuré. Donc c'est pas mal de dispositifs qui voient le jour sur ces dernières années et qui pourraient continuer à être mis en œuvre dans les années à venir. Donc pour parler rapidement des limites de notre étude,
Donc on a représenté les limites sur les deux grandes parties de modélisation. Donc modélisation ouragan, donc évidemment une variabilité naturelle des ouragans qui ne pourra être expliquée par aucun modèle. Sur les modèles de trajectoire et d'intensité, donc on n'a pas pris en compte une dépendance éventuelle entre les variations longitudinales et latitudinales, et également possibilité d'impact d'autres facteurs, notamment l'intensité. C'est vrai qu'on n'a pas pris en compte l'intensité, l'impact de l'intensité sur le développement de la trajectoire, sur la dynamique d'un ouragan. L'intensité, l'impact d'autres variables environnementales que l'on n'a pas pris en compte, l'évolution climatique, l'impact du changement climatique dans les années à venir qui n'a pas été pris en compte. Et pour la partie coût, donc une approche assez simpliste de la variable coût, étant donné qu'on a dû faire pas mal d'hypothèses pour obtenir notre variable cible, des facteurs externes tels que les politiques gouvernementales, les mesures de prévention des catastrophes qui n'ont pas été prises en compte, et également des modèles plus avancés, donc on peut réfléchir par exemple à des réseaux de neurones qui peuvent permettre d'expliquer ou d'estimer de manière un peu plus performante les coûts liés aux ouragans. Donc voilà, ça, on arrive à la fin. Donc merci pour votre attention. Et donc on arrive à la partie questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions si... Bonjour, comment ont été estimées les quatre zones pour estimer le coefficient pour estimer le coefficient de désintégration, étude du relief. Donc en fait les quatre zones, enfin, pour le coup de mémoire, en fait on avait regardé pas mal d'articles qui traitaient du sujet sur la pression, sur l'estimation de la pression centrale terrestre. Et généralement, les chercheurs distinguent ces quatre zones-là. Après, pour les raisons de pourquoi ils distinguent ces quatre zones-là, principalement, oui, c'est étude du relief, mais aussi également parce que, par exemple, en Floride, vu que c'est un État qui est très exposé, depuis pas mal d'années, il y a pas mal de solutions qui sont mises en œuvre justement pour faire face à ce type d'ouragan. Donc, quand je parle de solutions, c'est par exemple la construction des bâtiments. Donc, on va avoir plus de résistance au niveau de ces constructions-là, les politiques d'évacuation, etc. Donc, on a pas mal de politiques gouvernementales qui sont mises en œuvre qui sont assez différentes au sein de ces zones. Et typiquement, une zone qui est très exposée à ce risque et qui est très vulnérable, c'est, je pense, au niveau des États insulaires et des îles et au niveau des Caraïbes, où là, pour le coup, ces États-là, ils n'ont pas justement ces politiques ou même ce niveau d'infrastructure qui est mis en œuvre. Et donc, pour ces zones-là, il y a une vitesse, pardon, une constante de désintégration qui est beaucoup plus importante, enfin, qui est beaucoup plus importante. Que par exemple en Floride ou en Atlantique du Nord. Donc, comment avez-vous fait pour acquérir autant d'informations sur les phénomènes physiques sous-jacents? Ce n'est habituellement pas le domaine d'expertise des actuaires. Donc, c'est une bonne question. C'est une bonne question pour le coup. Euh, En fait, on sait énormément. D'abord, en fait, ce qu'on a regardé, c'est principalement des mémoires d'actuariat. Donc, il y a quelques mémoires d'actuariat qui traitent du sujet, mais ces mémoires d'actuariat-là il date un peu, donc je crois que le dernier en mémoire date de 2020, qui traite vraiment du phénomène cyclonique. Il y a d'autres mémoires un peu plus récents qui s'intéressent par exemple à la fréquence cyclonique, etc., mais qui traitent globalement du phénomène physique. Les mémoires datent un peu, donc nous, on s'est intéressé justement à ce type de risque-là, parce qu'on voulait apporter un peu plus de renouveau sur ce genre de risque, qui est en plus énormément d'actualité. Et donc, au niveau des informations, après, au-delà des mémoires d'actuariat, oui, c'est principalement, on a vraiment allé se plonger, on est vraiment allé se plonger dans la littérature. Donc, une littérature, pour le coup, oui, c'est pas du tout des actuaires qui étaient à l'origine des, des, des modèles ou des articles sur lesquels on s'est basé pour récupérer ces informations-là. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Je ne saurais pas vraiment répondre, mais on s'est plongé dans la littérature. Vous avez modélisé la fréquence des ouragans par une loi binomiale négative. Pourquoi ce choix versus d'autres lois classiques, Poisson par exemple, ou même des processus auto-excités si par exemple il y a beaucoup plus d'ouragans sur certaines années plus chaudes? Donc, en fait, on n'a pas uniquement utilisé une loi binomiale négative, on a également utilisé une loi de Poisson.
Donc c'est les deux lois qui sont généralement utilisées pour modéliser la fréquence des ouragans. Et c'est la loi binomiale négative qui s'est révélée plus performante au niveau de l'adéquation. Donc c'est tout simplement pour ça. Et pourquoi on s'est pas intéressé à des processus auto-excités? On aurait pu, il y avait des articles qui traitaient du sujet, mais par principe de simplicité. En fait, la majorité des articles dans la littérature utilisaient une loi soit une loi Poisson, soit une loi binomiale négative en fonction du bassin d'études. Donc nous, dans notre cas, dans la loi binomiale, enfin nous, dans le cas, pardon, dans le cadre du bassin atlantique, la majorité des articles utilisaient une loi binomiale négative, donc on a gardé cette méthode. Le travail paraît énorme compte tenu de la durée d'un stage de mémoire. Est-ce que vous êtes parti d'un existant ou était-ce un projet d'ampleur chez Deloitte avec plusieurs personnes impliquées? Je ne l'ai pas réalisé chez Deloitte, ce mémoire. Donc je l'avais précisé au début, peut-être que vous n'étiez pas là parce que je l'avais dit. Je l'ai réalisé dans mon ancien cabinet, donc Exium Partners. Est-ce qu'on est parti d'un existant? Donc on n'est pas parti d'un existant, mais oui, on a fait un état de l'art de ce qui a été fait déjà dans les mémoires d'actuariat. Donc, ce qui est au niveau des méthodes, au niveau que ce soit des modèles statistiques pour modéliser les ouragans, ou même au niveau des modèles tarifaires, de coûts, etc. Et, est-ce que c'est pas... Et en plus de ces mémoires d'actuariat-là, ensuite, on a voulu un peu élargir notre champ de connaissances et notre champ, disons, d'outils. Donc, on s'est intéressé à des articles un peu plus poussés. Ou était-ce un projet d'ampleur? En fait, initialement, on devait disposer d'un portefeuille client d'un assureur en Amérique latine. Donc oui, il y avait un projet business initialement, mais finalement, on n'a pas pu avoir accès à ce portefeuille-là. Donc on a un peu modifié la trajectoire du sujet. Mais oui, initialement, il y avait un but business, mais qu'on n'a pas exploité finalement. Et est-ce qu'il y avait plusieurs personnes impliquées? Donc oui, oui, il y avait mon tuteur de stage, donc que ce soit mes tuteurs de stage, donc mon tuteur d'entreprise, Shadiana qui me suivait régulièrement, mais également mon tuteur académique, donc Monsieur Quentin Guibert, qui me suivait aussi énormément tout au long du stage. Donc oui, c'était 6 mois, mais c'était 6 mois, 6 mois avec, oui, quoique quelques semaines en plus pour finaliser certains aspects. Dans les variables explicatives du coût pour le XGBoost, est-ce que la densité de la population faisait partie des variables explicatives de la base de données? Non, la densité de mémoire, non. Non, de mémoire, non. Justement, elle faisait pas partie des variables explicatives de la base de données. Enfin, en tout cas, elle expliquait un peu le coût, mais pas autant que les variables d'intensité ou la variable valeur des bâtiments ou fréquence de passage historique d'un ouragan. Donc c'est pour ça qu'au niveau du coût moyen, on avait, disons, une sous-performance du modèle XGBoost pour représenter ce coût moyen-là. On avait des comtés au niveau du Texas, par exemple, où on n'avait pas beaucoup de foyers, mais qui avaient un coût moyen très élevé. Je vois quelques messages de remerciement, donc merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence et vos retours. Donc, on arrive à la fin, donc je pense qu'on va s'arrêter là, s'il n'y a pas plus de questions. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end.